Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bon patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, en vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes, comme chaque lundi avec nos amis. Stéphane Pellet n'est pas là aujourd'hui, mais on l'embrasse. Mais on a gardé Aurélie Gros pour l'instant. Comment ça va, Aurélie? Bonsoir, ça va très bien. On est ravis. Ouais. Très bien, très bien. Regardez, on a des belles associations. Il y a des choses qui s'organisent. Le sommet approche, les trophées aussi. Ouais, bah justement, on va en parler de ces trophées. Allez, au sommaire de cette émission, les trophées Sud Radio, l'initiative citoyenne avec les vraies voix citoyennes, le G500, le sommet citoyen. Nous organisons un grand concours pour apporter un éclairage sur des associations citoyennes qui se démarquent par leur engagement, leur créativité et leur impact positif sur la communauté. Ça va se passer les 8, 9 et 10 juin à Marseille. En attendant, vous pouvez aller voter sur notre page et notre site internet sur Sud Radio. Chaque semaine, on va vous présenter une association dans un instant. Les Extraordinaires. La semaine dernière, c'était une très belle association aussi. L'équipage solidaire. L'équipage solidaire. Et puis au démarrage de cette grande réunion, ce grand collectif. Qui est une super marraine. Hein. Absolument. Vous la connaissez ou pas? Ouais, elle est super. Cécile Deménibé, je l'adore. Elle est géniale. Ouais, j'aimerais bien la rencontrer. Moi, je pense que je vais monter une association pour être sélectionnée. Peut-être. Vaut mieux se faire qualifier de marraine que de parrain, ça fait un peu mafieux. Ah, voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça que tu n'as pas été pris, Philippe. Appelez-moi Corléone. Donc, on va en parler dans un instant. Oui. La deuxième association sélectionnée. La deuxième association, ce sont les Extraordinaires, le collectif de restaurants inclusifs, les brigades extraordinaires qui emploient des personnes en situation de handicap mental ou cognitif et s'inscrivent dans une volonté d'innover par la voie solidaire et là c'est encore mieux, gastronomique. L'objectif principal du collectif, décloisonner l'emploi des personnes en situation de handicap en créant la rencontre avec les clients et plus largement la société. Et ils seront avec nous dans quelques instants. Et puis vous savez, certainement près de 70% des étudiants se disent en situation de mal-être. 68% affirment avoir été confrontés à des symptômes dépressifs, et 36% disent aussi avoir eu des pensées suicidaires. Un chiffre en forte augmentation depuis 2019. Pour en parler, on sera avec, en tout cas, l'antenne de Saclay qui sera avec nous dans quelques instants. Et notre coup de cœur, ou plutôt un coup de gueule. 2023 a débuté sur fond de guerre aux portes de l'Europe et après une année 2022 marquée par une poussée des autoritarismes. Mais on peut aussi regarder le sujet à l'envers. La démocratie attaquée fait mieux que résister. Le côté obscur de la force n'a pas encore gagné. Pour en parler, Mona Jafarian, iranienne, fondatrice du collectif Femmes Azadi, sera en notre compagnie. Et on vous souhaite la bienvenue forcément dans les vraies voix citoyennes jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et il y a quelques jours, lundi dernier, Aurélie Gros, nous avons donc ouvert officiellement le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne. Et on va en parler de cette initiative. Et cette fois-ci, c'est une autre association qui est en lice, forcément, avec du vote. Et il en faut, ce sont les brigades extraordinaires. Voilà, avec l'association Les Extraordinaires. Qui a été créé en septembre 2020. Les Brigades Extraordinaires est un collectif de restaurants inclusifs qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Et quand on connaît la situation des restaurateurs en France, pourquoi ne pas faire appel à ces brigades-là plutôt que d'aller chercher. Et on a Flore Lelièvre qui est avec nous et qui saura encore mieux en parler et dire que son association est la meilleure et qu'elle mérite le plus grand des trophées, puisque ces personnes qui s'investissent méritent en tout cas d'être mis en lumière. Bonjour Flore. Bonsoir. Bonsoir Flore, merci d'être avec nous. Cette aventure, elle démarre quand et pourquoi tout à coup? Bonjour à tous, merci de me recevoir et puis de valoriser les extraordinaires et tous les restos du collectif. Cette aventure, elle a commencé en 2014. Ouais. Je passais mon diplôme d'architecte d'intérieur et j'ai eu envie de travailler sur la création d'un lieu qui permettrait à des personnes comme mon frère, Cédric, qui a une trisomie 21, de travailler comme tout le monde
et puis surtout à toute la société de pouvoir rencontrer ces personnes extraordinaires. Est née l'idée du Reflet, un restaurant dont la majorité des collaborateurs seraient des personnes porteuses d'une trisomie 21. Le projet a un peu dépassé le stade de diplôme puisqu'on a ouvert notre premier resto à Nantes en 2016, donc porté par l'association Les Extraordinaires, et on a ouvert un second établissement à Paris qui s'appelle également Le Reflet en 2019. Et on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là parce que très rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des porteurs de projets d'être accompagnés et puis tout simplement de pouvoir partager ces expériences avec ceux qui l'avaient déjà fait. Donc très vite, on a eu pour mission d'accompagner et de conseiller les porteurs de projets, sachant qu'on n'a pas du tout une recette magique, on prétend pas, mais en tout cas pouvoir partager notre expérience pour faire gagner du temps à d'autres et qu'il y ait un essaimage naturel de ces établissements inclusifs partout en France. Ça, c'était la mission de l'association. Ça, c'est important. Est-ce que ça a changé le regard aujourd'hui ? Évidemment, on le voit. Moi, s'il y avait un doute que je n'avais pas, c'était là-dessus. C'était que la rencontre, elle laisse faire. Parce que nos serveurs et nos cuisiniers, ils ont un sens du contact qui est juste génial. Et que quand on pousse les portes d'un resto comme Le Reflet, même si on a peut-être une appréhension, parce que mes connaissances, tout simplement, en fait, elles s'envolent à partir du moment où on est accueilli par un bonjour, un grand sourire. On est mis à l'aise tout de suite et en fait, tout ça s'envole, les barrières tombent et puis la rencontre se fait. Et Flore Lelièvre, ça fait des petits, puisqu'il y a, si on a bien compris votre site, 17 restaurants en France, 13 en projet, et même alors là, le lieu, ça rêve d'aller y faire une émission à Buenos Aires. Oui, tout à fait. En fait, très vite, on nous a demandé si on voulait dupliquer, franchiser. C'était pas dans nos projets. En revanche, comme je le disais, pouvoir partager notre expérience pour que ça serve à d'autres, évidemment. Et donc aujourd'hui, ces 17 restaurants, ils s'appellent pas Le Reflet. Ils ont chacun leur nom, leur propre identité, leur propre fonctionnement, tout type de handicap à représenter. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est la gastronomie et l'envie de créer la rencontre. Et il y en a effectivement aux 4 coins de la France. Et il y a des projets un peu partout en France et à l'étranger, puisqu'on a aussi là des porteurs de projets qui sont au Maroc, au Liban, il y a la Réunion. Donc ça c'est ça. Et l'impact forcément sur ces personnes en situation de handicap et l'impact aussi positif sur les familles, parce que c'est vrai que les aidants et aussi tout ce bonheur en fait irrigue un petit peu la famille en entier. Tout à fait. C'est donner l'opportunité à des personnes qui sont hyper éloignées de l'emploi de montrer de quoi elles sont capables, d'avoir une raison de se lever tous les matins, parce qu'en plus, c'est pas un simple job. Travailler en milieu ordinaire ou ailleurs, travailler tout court, ça nous permet aussi une intégration sociale. On a vu nos collaborateurs depuis 7 ans grandir, gagner en autonomie, en confiance en eux. C'est juste génial. Et évidemment, ça se ressent chez les proches, les parents, les frères, les sœurs qui sont rassurés de voir que oui, il y a un champ des possibles. Et alors, quel est le regard des clients aujourd'hui que vous rencontrez, ou du moins que ces restaurateurs rencontrent? Je veux dire, il y a un impact positif aussi sur la société civile, parce que je crois qu'aujourd'hui, sur la question du handicap, faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut changer le regard, puisqu'aujourd'hui, la question du handicap, apparemment, n'est pas une priorité en France. Je rappelle 12 millions d'handicaps visibles et invisibles en France. 12 millions. Sur 68 millions d'habitants. Sur 68 millions d'habitants. Mais après, ça devient forcément normal, en fait. Ce qui ne semblait pas l'être avant. Flore, aujourd'hui, ça devient... c'est-à-dire qu'on va dans ce type de restaurant et puis, peu importe, on n'est plus considéré comme des personnes mises sur le bas-côté. Complètement, et c'était l'objectif aussi de créer la rencontre là où on l'attend pas. Autant au début, quand on a ouvert nos restos, il y a une couverture médiatique, qui met en avant le projet social. Donc les premiers clients peuvent venir parce qu'ils ont entendu parler du caractère social du projet, mais le positionnement, en tout cas là sur les reflets, en centre-ville, ça permet en fait de créer la rencontre et d'avoir des clients qui viennent au restaurant parce qu'ils passent devant et que ça a l'air sympa, ou tout simplement parce qu'ils voient qu'on est bien noté sur Google, qu'on a des bons avis au niveau culinaire. C'est ça, oui. Et voilà, ils viennent parce qu'on y mange bien, et c'est ça le vrai challenge. Et vous êtes soutenu par les pouvoirs publics et les collectivités locales en général pour ces restaurants? Alors, on a des soutiens. En fait, on est une entreprise, donc on n'a pas de subvention publique. C'est des entreprises ordinaires avec l'agrément ESUS. Mais après, on peut aider une mairie avec un bail amphithéotique, etc. Par exemple. Bien sûr.
Alors c'est pas le cas. Sur Nantes ou sur Paris, sur Nantes, on est dans le centre-ville, on a la chance d'être propriétaire des murs, mais on n'a pas eu de beaux amphithéotiques ou autre. Comment ça fonctionne, la création d'une équipe comme ça avec des personnes en situation de handicap, Flore Lelièvre? Alors, au niveau du recrutement, on n'est pas sur un recrutement standard, on fait pas passer des entretiens ordinaires, donc ça va être une rencontre autour d'un café pour tout simplement apprendre à se connaître, connaître le parcours de la personne, l'envie, parce que l'idée c'est vraiment que ce soit une envie du candidat et pas forcément de son entourage. En tout cas pas que, une envie de travailler dans la restauration et en milieu ordinaire. Et puis après, c'est de l'immersion. Donc on va commencer par, généralement, il y a une période de stage. Et puis ensuite, on fait signer un CDD de quelques mois. Et puis ça débouche sur un CDI. Ouais. On peut vous envoyer des CV ou pas? Il y a une manière de vous envoyer quand même des CV pour être sélectionné? Oui, absolument. Absolument. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est de l'envoyer à l'association Les Extraordinaires. D'accord. De cette manière, il n'y a pas que les reflets, mais il y a tous les restaurants de notre collectif, donc qui couvrent pas mal de départements. Et on peut renvoyer en fonction du département. Ça, c'est génial. En tout cas, vous pouvez donc voter, bien entendu, sur sudradio.fr, comme les autres associations, et on pourra vous découvrir, je l'espère, pour ceux qui viendront à Marseille, les 8, 9 et 10 juin. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez remporter, mais en tout cas, peu importe, ils seront tous gagnants, Aurélie Gros. Tout à fait, ils seront tous gagnants, parce que toutes ces associations s'investissent pour le quotidien des Français et des Françaises. Et je crois qu'aujourd'hui, le but, en tout cas, de Sud Radio, dans cette proposition de trophée, c'est aussi de mettre en lumière, d'en parler et de ne cesser d'en parler et de peut-être créer d'autres vocations, d'inviter des jeunes à s'investir dans le bénévolat, rompre les peurs qu'il peut avoir, notamment sur la question du handicap. On sait qu'il y a des jeunes qui pensent, ou des parents de jeunes en situation de handicap qui pensent qu'ils ne peuvent pas travailler. D'entendre ça, si, on peut y aller. On est tous citoyens français, donc voilà, on veut montrer tout ça. Donc merci à Sud Radio. Ouais, merci beaucoup. Je ne me remercie pas moi-même. Ne prenez pas Cécile de Bénibus pour déjeuner ou dîner. Elle prend toujours du rap, c'est pas possible. Alors qu'il y en a d'autres qui sont sveltes, qui travaillent avec elle. Je pense à bien vous. sûr. Merci beaucoup Flore Lelièvre d'avoir été avec nous. Ça s'appelle les Brigades Extraordinaires. Vous pouvez aller sur notre site Sud Radio. Ça s'appelle les trophées Sud Radio de l'initiative citoyenne. C'est avec le G500 et vous pouvez bien entendu voter pour jusqu'au 7 juin. Jusqu'au dernier moment, mais on y va, on vote. Et dans un instant, on sera avec Erkan Narmanlin et président de Nightline France et Nasrine Jaffa, présidente de l'antenne de Saclay. On va vous parler des étudiants qui aujourd'hui subissent une sorte de mal-être et on vous expliquera tout. Il est bien aussi et de bon ton d'en parler. 0826 300 300, vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Et les vraies voix citoyennes, et on vous rappelle le trophée Sud Radio à l'initiative citoyenne, c'est avec le G500 et nous organisons depuis la semaine dernière un grand concours pour apporter justement un éclairage sur des associations citoyennes. C'est facile, vous allez sur notre site internet Sud Radio, vous allez voir la possibilité de voter, vous allez avoir 4 associations et l'une d'elles sera récompensée, même si elles le méritent toutes et tous. Elles seront toutes récompensées, mais il y aura forcément un peu plus gagnante. Un petit peu plus gagnante. Encore heureux. Encore heureux, malheureusement. Sinon, il n'y aurait pas de concours. Et en plus, on serait obligé de tous les récompenser, tous ceux qui passent dans l'émission. Alors, vous imaginez. Sinon, c'est l'école des fans. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Voilà. Vous ferez Tata Mayonnaise, je ferai Jacques Martin. Ok, super. Allez. Une association avec nous, Erkan Narmanli est avec nous, président de Nightline France. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et Nasrine Jaffa qui est avec nous aussi, présidente de l'antenne de Saclay, encore une association hyper intéressante et surtout hyper nécessaire à l'endroit des étudiants aujourd'hui. C'est un vrai sujet aujourd'hui, même sur Sud Radio. On en a beaucoup parlé avec vous, Cécile et Philippe, sur la santé mentale. Sur la santé mentale des étudiants, sur la précarité alimentaire. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ce que faisait Nightline avec Erkan et évidemment notre grand témoin de l'antenne de Saclay, Nasrine, voilà, la priorité, le bien-être des jeunes.
en agissant à l'échelle individuelle et collective. C'est ce que vous portez, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous cassez les barrières, vous invitez ces jeunes à venir vers vous, et c'est pour ça qu'on vous invite et qu'on est ravis de vous avoir. Donc, ce qu'on aimerait, on aimerait que vous nous disiez comment s'est monté un petit peu, quelle est l'histoire de cette association. Le constat de base. Constat de base, voilà. On y va, c'est à vous. Oui, bien sûr. Merci de nous recevoir déjà. L'histoire de Nightline, c'est 50 ans déjà d'histoire. C'est né dans les années 70 en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, à Essex, où le but c'était vraiment de monter une ligne d'écoute pour les étudiants, par les étudiants, donc dans cette université-là. Et puis ça s'est essaimé en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en France, du coup, en 2016. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait déjà un problème avec les étudiants sur la santé mentale, sur ce qu'on vit aujourd'hui, un problème de résilience aussi. Tout à fait, mais en fait le monde anglo-saxon a de l'avance sur nous sur ces questions-là, et donc c'est pour ça que c'est Patrick Schkehan, un étudiant irlandais en échange à Paris, qui voulait amener ces thématiques-là en France, où il a vraiment fait le constat d'un manque, d'un trou à combler, et donc lui et puis une poignée d'étudiants qui étaient motivés pour pouvoir rendre service, aider leur entourage, se sont lancés dans l'aventure, dans le projet. De monter cette ligne d'écoute. Donc en 2016, les premiers appels ont commencé en 2017. Et puis pour la petite histoire, au début, pour pouvoir faire connaître l'association, on placardait des affiches dans les toilettes des universités, parce qu'on s'est dit c'est un bon endroit où on peut être seul et puis noter le numéro de la ligne d'écoute sans forcément être vu perturbé par qui que ce soit. Avec sur l'antenne de Saclay, Nasrine Chafa. Aujourd'hui, vous êtes, j'imagine, un peu partout en France. Et c'est comment ça fonctionne pour les étudiants ou les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient transmettre l'information? Ça veut dire qu'il y a un numéro de téléphone et au bout du fil, il y a qui? Donc oui, tout d'abord, c'est vrai qu'on est présent un petit peu partout en France. Donc là, notamment à Paris, Saclay, Lille, Lyon, Toulouse, Angers et Nantes. Et comment ça se passe concrètement? Nous, Nightline, donc on est ouvert de 21h à 2h30 du matin. Et donc nos bénévoles, ils arrivent en permanence et ils peuvent commencer à prendre des appels. Donc nous, on est disponible par appel et par chat. Donc en fait, on peut vraiment, si on n'est pas à l'aise avec les téléphones, on peut chatter avec un bénévole. Les horaires, ça veut dire, pardon Philippe, excusez-moi. Les horaires, c'est plutôt le soir que les angoisses arrivent chez les étudiants, en fait, après la journée. C'est pour ça que... Oui, ça peut être interprété comme ça. Donc, quand le soir, c'est plutôt là où, quand on s'endort, on commence à réfléchir, on commence à se poser des questions, on peut avoir du mal à s'endormir. Après, il y a aussi cette histoire de, à 21h, entre 21h et 2h, de manière générale, pendant la nuit, nous, en tant que personnes, même de manière générale, les personnes, elles n'ont pas forcément d'autres personnes à qui parler. Elles n'ont pas forcément les ouvertures des services, bien sûr. Des services de santé professionnelle. Donc en fait, nous, on va être là pour pouvoir écouter les étudiants qui ne peuvent pas forcément aller voir un professionnel à l'instant T, qui ont envie de discuter à l'instant T. Et quel est pour vous, parce que en tant qu'écoute, vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez vécu certaines situations, parce que votre histoire est magnifique par ailleurs, je vous le dis. Quel est ce qui ressort le plus chez les étudiants comme problématique? C'est des problématiques financières, c'est le monde dans quel état il est, où est-ce qu'on va, pourquoi on fait des études, pourquoi on s'investit encore, je sais pas. La quantité de boulot pour les étudiants en médecine, par exemple. Voilà, la quantité de boulot, c'est la pression, c'est... Rappelons quand même qu'il y a quand même énormément aujourd'hui d'étudiants qui sont seuls dans des grandes villes, avec des parents qui sont souvent éloignés ou même qui habitent à l'étranger, et la réalité du quotidien n'est pas toujours très jolie à regarder. Oui. Erkan, oui, pardon, tout à fait. Non, c'est les thématiques d'appel. C'est vrai que c'est souvent des questions liées à la précarité, il y a toute une dimension sociale, familiale, amoureuse qui peut aussi être générateur de souffrance. Et puis toutes les questions des violences sexistes, sexuelles, d'éco-anxiété. C'est tout un monde. Il y a une chaîne en fait, il y a une chaîne de problématiques. Mais qu'est-ce que vous en faites une fois que quand l'étudiant ou l'étudiante est au bout du fil? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les réorientez? Est-ce que c'est juste un échange d'écoute? Est-ce que parce qu'il faut les aider, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils vous ont parlé, de quelle manière on peut les aider?
Le but de la ligne d'écoute, c'est vraiment d'offrir de la prévention primaire. Donc l'idée, c'est d'être là avant que ça aille mal, avant d'avoir besoin d'aller voir un psychologue. Mais évidemment, il y a des étudiants qui vont finir par en avoir besoin. Et donc le rôle, c'est aussi d'orienter les étudiants vers des professionnels de santé sur des bons numéros, sur des bons. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc nous, on propose des ressources vers des solutions qui sont adaptées. Parfois, donc ça peut être des ressources psychologiques, mais peut-être TCA, arrêter de fumer, toutes ces questions-là qui peuvent se poser. Donc est-ce qu'il y a des filières dans lesquelles il y a beaucoup plus de problématiques de souffrance psychique chez les étudiants? Je parlais de médecine, mais pas que. Est-ce qu'il y a des filières qui sont vraiment plus problématiques que d'autres? Alors il doit y en avoir. C'est une réalité. Mais nous, à l'heure actuelle, à Nightline, on n'a pas ces chiffres-là parce que c'est vrai que on prend des appels qui sont, nous, on est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle, non directive et sans jugement. Du coup, un appelant, quand il va nous appeler, on va pas forcément savoir... Lui demander à quelle fac il est ou à quelle école il est, etc. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce compte, c'est des jeunes qui soutiennent des jeunes. Et vous avez un principe de soutien... les pairs, par les pairs. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est pas la même chose que d'avoir un professionnel de santé, c'est pas la même chose que d'appeler un adulte. Voilà, il y a une forme de confiance, j'imagine, qui naît dans votre fonctionnement de l'association. Et l'anonymat sert beaucoup, j'imagine. L'anonymat, c'est important, oui. Tout à fait. L'aide pair et pair, c'est vraiment un outil, un concept. L'idée, c'est de se dire que ce sont des étudiants, des jeunes qui aident d'autres étudiants et d'autres jeunes. Et donc, qui ont peut-être vécu la même chose. Qui peuvent avoir vécu la même chose, mais en fait, surtout qui partagent une expérience commune. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se confier auprès de quelqu'un avec qui on a déjà une connexion. C'est vrai que c'est plus simple que d'aller voir un psychologue en premier lieu. En fait, ça peut être un tremplin pour après derrière aller consulter. Et puis c'est toute une démarche depuis la construction des outils, des projets, des dispositifs qu'on met en place. Donc où on co-construit ça avec des jeunes à travers des workshops. Et donc derrière, c'est une mise en application par et pour les jeunes. Nasrine Chafa, est-ce que les étudiants souffrent de solitude? Parce qu'on sait qu'ils sont dans des petits appartements réduits, si ce n'est parfois des chambres, si on peut appeler ça des chambres, bien entendu. Est-ce qu'il y a beaucoup de solitude? La solitude, l'isolement, c'est l'une des thématiques, nous, qui revient, c'est une grande thématique des appels qu'on reçoit. Oui, on pourrait dire en un sens que il y a pas mal d'étudiants qui peuvent souffrir de solitude. Oui. Surtout en fait après avec cette crise du Covid, pendant le Covid. Oui, on s'en souvient bien. Le numéro de téléphone pour vous appeler? Du coup en fait le numéro de téléphone dépend de la ville. On a un numéro par ville parce qu'on pense que c'est important de pouvoir être en lien avec des gens sur le territoire. C'est vrai, sur le terrain. C'est vrai que l'idée c'est d'avoir des gens qui partagent une expérience commune. Donc c'est sur notre site internet nightline.fr où il y a les numéros pour chacune des villes et donc on a un numéro anglophone et francophone parce que parfois c'est aussi plus facile de parler en anglais quand on a un étudiant étranger notamment. Merci beaucoup en tout cas. Ils reviennent après la pub. Merci, restez avec nous. Oui, merci, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Et puis, si vous voulez partager peut-être un témoignage ou vous nous appelez, on sera ravis de vous avoir à l'antenne. 0826 300 301, tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Rolly Gros du G500. On parle de ce G500 et d'un énorme événement. Les 8, 9 et 10 juin, ce sera à Marseille avec énormément d'associations et énormément surtout de participants et de oui, allez-y. On est 1000 associations qui ont rejoint le G500. Ça veut dire le G1000 Oui, c'est le G1000, mais bon, G500 on aime bien maintenant. G500, et ça représente 1,3 million de sympathisants, mais tout ça grâce à Sud Radio, évidemment. Bien sûr. Donc il faut s'inscrire sur www.sommetcitoyen.fr. Voilà, c'est ça. Et il y a le programme qui est sorti. Oui, très bien. Et bien, vous avez la possibilité aussi de jouer, enfin pas de jouer, de voter pour le trophée Sud Radio de la citoyenneté, bien entendu. 4 associations sont en lice et il y en a une qui va gagner un petit peu plus que les autres, parce que c'est aussi important de le dire et c'est l'occasion aussi forcément de mettre en lumière des associations et celle qui est avec nous ce soir, Nightline France. Erkan Normandie est avec nous, le président, et puis il n'est pas venu tout seul parce que Nasrine Chafa est avec nous, présidente de l'antenne Saclay. On parle de cette association, on parle de ces étudiants qui aujourd'hui souffrent d'une manière ou d'une autre, quel que soit le sujet, ont des sujets, ils veulent les partager, ça n'est pas toujours facile, on n'a ni envie d'en parler à ses copains, ni à ses parents, voilà, et là, par la voix anonyme, ça permet de délier forcément les langues, Nasrine.
Oui, par la voie anonyme. En fait, finalement, un étudiant, s'il nous appelle et il peut parler de tout ce qu'il veut, sans forcément avoir peur qu'on le reconnaisse dans la rue ou même que nous-mêmes on le connaisse. Donc la voie anonyme, déjà, elle est des deux côtés, du côté de l'appelant et du côté du bénévole, pour en fait garder vraiment une safe place, une zone neutre pour pouvoir parler de tout. Comment sont recrutés les étudiants? Parce que pour écouter, pour accompagner, ça reste quand même une difficulté, c'est-à-dire que il faut être juste au bon moment ou au bon endroit, dire les bonnes choses. C'est quand même assez touchy quand même comme situation. Comment vous sélectionnez vos bénévoles? Nos bénévoles, en fait, donc déjà on reçoit les candidatures de tous les étudiants tant qu'il y a un plateau d'écoute dans leur région. Et par la suite, ils vont passer un entretien avec un bénévole recruteur. Ouais. Et par la suite, en fait, ce bénévole recruteur, il va un petit peu juger pour le coup de si en fait la personne elle est en accord avec nos principes. Donc nos principes qui sont l'anonymat, la confidentialité, le non-jugement et la non-directivité. Et par la suite, il y a une formation parce qu'on n'est pas quand même lâché dans la nature tout seul. On ne sait pas écouter, c'est pas inné. Et on a une formation donc qui dure 2 week-ends avec une validation à la fin, donc une formation qui a quand même été approuvée par des psychologues. D'accord, la formation est approuvée par des psychologues. Oui, vous voulez dire une chose? Oui, non, il y a combien de bénévoles aujourd'hui? Aujourd'hui, on est aux alentours de 250 bénévoles. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, dans toute la France. Est-ce que vous avez envisagé de faire des partenariats, par exemple, avec des professions de santé, de psychologie, notamment, par exemple, des psychologues? Du coup, nous, on travaille avec des psychologues déjà dans la conception de l'ensemble des dispositifs qu'on met en place. Avec les étudiants qui souffrent. Comment ça? C'est-à-dire, par exemple, dire voilà, appelle tel psychologue, appelle tel psychologue, vu ce que tu as, lui, il va te conseiller, ou elle va te conseiller. Voilà, des relais. Des relais. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un annuaire dans lequel on liste toutes les ressources psychologiques gratuites disponibles pour les étudiants. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant les ressources qui existent, parce que pour les étudiants, ça reste assez spécifique. Il y a les services de santé étudiants, les CMP, les SUM, PPS et alors, autres. Expliquez ce que c'est. Les CMP, c'est centres médico-pédagogiques, c'est ça, psychologique. Psychologique, tout à fait. Et ensuite, les SSE, les services de santé étudiants. Et donc, on a voulu pouvoir regrouper à un seul endroit l'ensemble des ressources auxquelles on a accès. Et donc, il suffit de rentrer son adresse ou son établissement, son statut pour pouvoir voir l'ensemble des dispositifs auxquels on a droit. Est-ce que certains qui ont téléphoné sont devenus aujourd'hui peut-être des étudiants qui vont aider les autres une fois qu'ils sont un petit peu sortis de leurs problèmes? Est-ce qu'on sait ou c'est encore totalement anonyme et on le sait pas? Alors ça c'est du coup oui ça existe. Ouais. Pour le coup moi je suis devenue bénévole comme ça. D'accord. Ah oui. Donc juste avant j'ai été écoutante et j'avais envie en fait de rendre l'appareil. Mais à l'heure actuelle nos bénévoles ils sont absolument pas obligés de dire qu'ils ont appelé la ligne. Bien parce qu'en soi la ligne est confidentielle et anonyme. Oui, mais c'est intéressant à partager aussi de partager son vécu avec celui qu'on va écouter. Vous avez mis en place un kit de vie. C'est quoi ce kit de vie? Donc l'idée du kit de vie, c'est de pouvoir avoir des ressources et des outils pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale et la santé mentale des autres selon son état d'humeur actuel du moment. Si je vais vraiment très mal, un peu mal, ou si ça va bien en ce moment, je vais avoir des ressources qui sont adaptées. Et donc pour pouvoir prendre soin de soi et aussi des autres de la manière la plus adaptée possible. Est-ce que des gens plus âgés, est-ce que c'est vraiment en inter-étudiants ou alors on peut faire appel aussi à des adultes, enfin j'allais dire un peu comme nous, comme Philippe David et moi, voilà. Les gens d'un certain âge. Voilà. Parce que moi je suis encore jeune, je voulais pas le dire. Voilà, c'est pas pareil. Est-ce que le principe c'est de dire finalement des étudiants avec des étudiants parce qu'on se comprend peut-être mieux, ou certaines personnes qui nous écoutent en disant moi j'adorerais pouvoir parce que je suis un peu plus âgée transmettre ou de discuter, ou voilà, c'est une vraie question. Oui, non. Oui, tout à fait. Enfin, l'idée c'est vraiment de faire du pair à pair, mais en fait on le fait aussi bien d'étudiants à étudiants que de jeunes à jeunes. Pour moi, la ligne d'écoute elle est réservée aux étudiants parce qu'on pense que c'est un public qui est vraiment à risque, comme a pu le montrer on le montre les études sur le sujet. Les étudiants sont beaucoup plus touchés par les risques dépressifs, anxieux que la population générale sur les mêmes tranches d'âge. Donc on a voulu cibler plus précisément en tout cas, cette population. Et vous avez décidé de constituer une équipe d'experts dans un conseil scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Tout à fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'entourer d'experts, donc des experts en santé mentale, des experts sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'impact social, l'impact associatif, pour pouvoir nous éclairer la gouvernance, les équipes salariées, les équipes bénévoles sur nos dispositifs. Leur rôle, c'est vraiment d'évaluer, de pouvoir discuter avec nous de nos pratiques et puis aussi de nous formuler des recommandations, que ce soit sur la ligne d'écoute, sur les projets de recherche et d'analyse d'impact de nos dispositifs et puis des actions de prévention qu'on mène, des actions de communication. Il n'y a pas de partenariat avec les facs, avec les écoles, avec justement, vous disiez on affiche des choses dans les toilettes, mais est-ce qu'il y a des vrais partenariats? Parce que les profiteurs peuvent identifier des gens qui vont pas bien. Alors, faut pas faire de outing, c'est pas le but, mais juste pour venir en prévention, peut-être. Parce qu'il y a plein d'élèves qui hésiteraient de toute façon à appeler quoi qu'il arrive, mais on peut faire de la prévention avec eux. Bien entendu, les universités et les établissements d'enseignement supérieur sont nos premiers partenaires avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis les ARS, les CROUS. Donc on travaille avec tous ces gens-là pour pouvoir fournir les bonnes ressources aux étudiants. D'accord, et aujourd'hui vous avez des soutiens des institutions dans les villes sur lesquelles vous êtes présente Tout à fait, le but c'est vraiment de pouvoir s'implanter localement et d'avoir un soutien à l'échelle de la région mais aussi de la commune. Les régions vous soutiennent? Oui. Toutes? Non, pas toutes, parce qu'on n'est pas implanté dans toutes les régions. Vous êtes dans combien de régions? On est dans 5 régions aujourd'hui. L'Île-de-France, comme bien Saclay. Là, c'est sûr et certain. L'Île-de-France, Pays de la Loire, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région des Hauts-de-France. Voilà, il faudra en parler à la région Normandie, région Sud. Oui, c'est ça, il manque la région Sud, là, voilà. Tout va mal. Voilà. Mais on a des vraies voix. Marseille, il y a des vrais sujets. On a des vraies voix qui sont conseillers régionaux en région Sud et en région Normandie. Oui, on en connaît quelques-uns, donc on va leur parler évidemment de votre projet. Christophe M et Sophie G. Oui, on ne dira pas leur nom. Et vous avez besoin de quoi? De bénévoles, de dons. Vous lancez une campagne prochainement, parce qu'il y a aussi les campagnes de communication que vous lancez auprès des étudiants. Ça nécessite des bras ou en tout cas des ressources. Pour nous aider, on peut nous aider de plein de manières différentes. Évidemment, il y a le don et nous soutenir financièrement, c'est toujours une solution. Vous pouvez nous soutenir financièrement sur nightline.fr. Mais on a aussi besoin d'étudiants qui sont prêts à servir cette cause-là. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Je le recommande, si vous êtes étudiant, d'aller aussi sur nightline.fr pour pouvoir remplir ce formulaire et suivre cette formation. Je pense que c'est des compétences qui servent tout au long de la vie, d'écoute, d'entraide aussi. Et puis de parler de Nightline à celles et ceux que ça peut intéresser, aussi bien celles et ceux qui vont mal, mais celles et ceux qui vont bien, parce qu'on a tous à gagner à savoir prendre soin de sa santé mentale et prendre soin de la santé mentale des autres à tout moment de sa vie. En tout cas, ça fait du bien à tout le monde et on vous remercie beaucoup. Ça s'appelle Nightline France. Allez donc sur le site internet, vous allez y trouver plein de bonnes raisons, en tout cas, de vous engager. Merci Erkan Narmanli d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nasrine Chafa, présidente de l'antenne de Saclay. On aime beaucoup ces associations et nous on suit beaucoup les étudiants et on sait l'importance de grandir en allant bien, parce que forcément ça détermine la suite de votre vie, et plus on est stable, mieux on est. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus dans les vraies voix citoyennes. Vous revenez quand vous voulez, grâce à Aurélie, vous nous appelez, vous avez des infos, grossir et à vous implanter dans les régions qui sont manquantes. Voilà, c'est ça, on va vous trouver des solutions. Le chiffre idéal. C'est le principe de cette émission. C'est le principe des vraies voix citoyennes. Et dans un instant, on va revenir sur un coup de cœur. On va vous parler de l'Iran, un sujet très important aussi, dont il faut parler assez régulièrement. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Et Stéphane Pellet n'est pas là, mais on l'embrasse. Aurélie Gros est avec nous. Le G500 à partir du 8, 9 et le 10 juin, ce sera à Marseille avec un peu plus d'1 millier d'associations qui se démarquent par leur talent et par leur terrain, puisque leur engagement. Franchement, on en a reçu depuis le début de l'année. Qui ont envie de faire changer les choses, Cécile, qui ont envie d'interpeller les services publics, qui ont envie de dire voilà, ça marche sur les territoires. Pourquoi on ne duplique pas? Pourquoi on ne va pas plus loin? Pourquoi vous regardez pas les choses
magnifiques qui sont sur le territoire et pourquoi vous vous en servez pas. Écoutez ceux qui font et vous verrez, tout va se passer bien. Il y a des gens positifs, il y a des gens engagés qui n'ont pas forcément envie d'être révolutionnaires, mais ils sont révolutionnaires en tout cas dans les idées. Et ben la révolution des idées, je ne peux pas dire et est dans en le bon marche, sens. mais non, j'aurais pas vraiment le cas. Mais la révolution des idées, ça existe et il faut y aller. Il faut aller voir ces gens-là, il faut aller voir ces personnes qui s'investissent parce que c'est eux qui font battre le cœur de notre démocratie. Et on vous rappelle les trophées de Sud Radio à l'initiative citoyenne. C'est bien entendu avec le G500 et c'est sur notre site internet Sud Radio. Vous pouvez voter pour 4 associations. Délibération entre le 8 et le 10 juin. On dort pas. On délibère. Du moins, on délibère. On remet les trophées le 8. Bah oui. Donc le 7, on dort pas. Oui. On attend Philippe David, qui arrive généralement très très tard. Oui. Donc et on délibère sans lui. Voilà. Parce qu'on a une marraine qui remet les trophées. Je vous dis pas le nom. Non, ne dites pas le nom. Allez, un sujet très important. Pour lequel on a envie de s'engager aussi. On en parle beaucoup sur Sud Radio. On parle beaucoup des démocraties et beaucoup de démocraties dans le monde sont un peu en déclin depuis l'année 2023. Le phénomène forcément n'est pas nouveau. C'est une démocratie très fragilisée. On va parler de l'Iran avec Mona Jafarian qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Enfin, plutôt bonsoir. Merci d'être avec nous. Le collectif Femmes Azadi. D'abord, aujourd'hui, on fait un point forcément sur le contexte en Iran. Qu'on croyait peut-être en phase de libération. On a l'impression que les choses se resserrent et pourtant la contestation continue d'essayer de se battre et d'avancer. Aujourd'hui, on en est où ? Alors, on en est à des grèves massives, désobéissance civile massive, donc on enlève le voile, on met des shorts. On en est aussi au fait que les gens retirent massivement l'argent des banques. On en est à la chute de la bourse il y a 4-5 jours. La République islamique est à bout de souffle. Ils ne savent plus comment tenir. Ils n'arrivent plus malgré les menaces. Alors ils ont menacé de reconnaissance faciale, de retirer le permis, de retirer le droit de travailler, d'enlever les voitures aux gens. S'ils continuent, hommes et femmes. Bien évidemment, les femmes sont prioritairement visées, mais en raison de la solidarité massive des hommes envers les femmes, ils sont de ce fait touchés également. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à juguler. Donc, alors, on est rentré dans une nouvelle phase d'exécution massive, puisqu'on a 73 prisonniers qui ont été pendus en 22 jours, dont 2 femmes. Ce qui fait de l'Iran le pays... Juste des opposants politiques, pas des criminels de droit commun, faut le rappeler. Alors, sur cela, oui. Tout confondu. Tout confondu. Alors, sachant que c'est le meilleur moyen de réprimer. En fait, pendre, c'est une manière de faire peur, de dire attention. Nous avons aujourd'hui 3 personnes dans le couloir de la mort avec pendaison imminente. Ils devaient être pendus ce matin. Hier soir, les Iraniens se sont mobilisés en masse malgré les risques. Ils ont pris leur voiture, ils ont créé des bouchons monstres dans la ville d'Ispahan. Ils ont réussi à empêcher ces exécutions parce que le monde a relayé également. Donc on se rend compte de plus en plus à quel point ce que vous me permettez de faire aujourd'hui permet de sauver des vies aussi là-bas. Ça a commencé il y a 8 mois, en septembre dernier. Exactement. 8 mois après, est-ce que le régime est exsangue, notamment au niveau économique? Vous parliez de la chute de la bourse de Téhéran, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le cours de la bourse. On est face à une inflation jamais vue. On est à un dollar qui est à 60 000 toman, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors au début, on était à 25 000, donc pour vous dire à peu près ce qui vient de se passer en 8 mois. Il y a des salaires qui ne sont plus versés. Mais malgré tout ça, les gens tiennent bon en faisant la grève, ce qui est complètement incroyable parce que ils renoncent à se nourrir. Incroyable. Et les menaces sont de plus en plus fortes, la répression est de plus en plus forte, mais les gens continuent. Et c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de dire au monde, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Les démocraties reculent depuis une quinzaine d'années. Les autocraties sont de plus en plus fortes, elles s'organisent de mieux en mieux. Si on continue à négocier coûte que coûte, si on continue à penser à court terme à nos matières premières, on va droit dans le mur parce que eux ils sont de plus en plus forts et on se rend compte aujourd'hui que quand il y en a un qui est en danger, les autres le sauvent. Et c'est pour ça que nous, ça fait vraiment 8 mois que la seule chose qu'on demande aux pays libres, on ne demande pas de faire la guerre, on ne demande pas d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés, on ne demande même pas des fonds, on demande juste à ce qu'ils arrêtent de protéger la République islamique. Voilà, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que en fin de compte, quand on voit le recul des démocraties dans le monde, aujourd'hui,
les régimes qui sont dans des situations, les régimes autoritaires sont ceux qui vont continuer le combat et aller beaucoup plus loin avec bloquer un pays, etc. Donc peut-être il faut appeler à une conscience collective, à une coalition internationale, forcément. Eux aussi qui vont permettre que les autocraties ne gagnent pas du terrain dans le monde. Et peut-être il faut en appeler aussi à nos décideurs. Mais on parlait de la Turquie tout à l'heure. La Turquie, c'est pas l'Iran, l'un est un pays chiite, l'autre sunnite. Mais en Iran, on parlait. Est-ce que c'est vraiment les élections sont truquées en Turquie ou pas? Il y a des élections régulièrement en Iran. Elles sont truquées, les élections là-bas? Alors, contrairement a priori à ce qui se passe en Turquie. On appelle ça des élections non compétitives. C'est-à-dire qu'en gros, on vous présente une élection, sauf que l'élection, c'est une mascarade. Oui, c'est ça. Puisque, en fait, l'Iran, c'est une théocratie, donc il y a un guide suprême, c'est lui qui décide de tout. Alors que ce soit la marionnette numéro 1 ou la marionnette numéro 2. D'ailleurs, on se rend très bien compte que pendant des années, ils ont tenu grâce à ça, puisqu'ils ont réussi à faire croire au monde entier qu'on avait des réformateurs, qu'on avait des modérés, qu'on avait des progressistes, qu'on avait des plus durs. Mais finalement, c'est tous la même chose, c'est tous des criminels. La seule différence, c'est que leur lobby à l'extérieur, que ce soit dans les médias ou dans les sphères politiques, dans les hautes sphères politiques, sont là sur les plateaux à nous faire croire que oui, des réformes sont possibles avec ce régime. Non, avec une théocratie, avec un guide suprême, il n'y a aucune réforme possible. Et aujourd'hui, le peuple iranien ne sort pas dans la rue juste pour enlever son voile. On y va vraiment pour un renversement total de ce régime. Et qu'est-ce que vous attendez, à part pour la France, par exemple, qu'on en parle déjà, qu'on en parle énormément, ça aussi c'est important. Il faut pas fermer les yeux, il faut en parler et continuer à nourrir en tout cas cette rébellion et de vous aider. Est-ce qu'il faut que nos gouvernements soient aussi, comme on l'est avec la Russie sur certains points, beaucoup plus fermes avec les Iraniens, en tout cas avec ce régime-là surtout? Alors. En parler déjà, c'est très important parce que je vous promets que toute cette jeunesse a les yeux rivés sur nous. La seule différence cette fois avec les autres fois, c'est que la diaspora s'est mobilisée. Donc partout où on est, en fait, vraiment, le régime n'aurait jamais pu imaginer que 44 ans après la révolution islamique, on serait 8 millions à travers le monde à devenir le bras armé médiatique de cette jeunesse. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous, on réclame une chose. Tout le pouvoir est entre les mains du corps des gardiens de la révolution islamique. Donc c'est eux qui détiennent le pouvoir politique, le pouvoir de répression. La seule chose qu'on demande aux Occidentaux, c'est de les classer comme une organisation terroriste. Aujourd'hui, légalement, on peut le faire. On a toutes les armes pour le faire. Mais on nous ment. On nous fait croire que c'est pas possible, qu'il faut un début de procès, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Nous, la seule chose qu'on dit, c'est si vous le faites, nous, ça nous permet derrière qu'il n'y ait plus de transactions. Alors oui, asseyez-vous sur les quelques milliards de transactions qu'il y a aujourd'hui entre vos pays et la République islamique, mais sauvez les valeurs de la France, sauvez les valeurs de l'Europe et soutenez un peuple avide de liberté, c'est tout. En 30 secondes, on a reçu Emmanuel Razavi, grand reporter d'origine iranienne, sur la corruption du régime. Il avait fait tout un dossier dans Paris Match. Les Iraniens savent que le régime est corrompu? Bien évidemment. Même si les médias en parlent pas là-bas. Et comble du comble, c'est que tous leurs enfants sont aujourd'hui à Londres, à Washington, à Los Angeles, qui vivent avec des milliards de dollars, bien évidemment sans voile, en bikini, en train de boire de l'alcool, voire même plus. Et le peuple iranien s'en rend compte, mais maintenant il serait temps que le reste du monde réalise aussi qu'il est temps pour eux de partir. En tout cas, vous aurez toujours table ouverte chez nous, hein, Mona. Merci beaucoup. Jafarian, du collectif Femmes Azadi. Et on l'avait dit à Aurélie aussi, qu'on vous fera venir dans un débat, dans un autre débat, un peu plus tôt, dans un vrai sujet Iran, avec un peu plus de temps, parce que c'est vrai que là, il faut donner la place à beaucoup de gens, mais on vous ouvrira encore notre micro et on continuera à vous aider et à parler d'eux surtout, parce que c'est l'indifférence qui tue les gens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. Merci Aurélie Gros. Merci encore une fois. Vous embrasserez Stéphane Pellet pour nous. Et puis on se retrouve lundi prochain avec de nouvelles associations et surtout la 3e association pour le trophée des Sud Radio de l'initiative citoyenne. Exactement, la 3e. Et il y en aura 4. Oui, nous on se retrouve demain à 17h. On réfléchit, mais on se dit oui. Moi je crois que vous avez tellement manqué jeudi et vendredi dernier. À demain. Merci aux équipes de Sud Radio. Merci. Salut.